Annexe 1. Qui a écrit les 12 travaux d'Hercule? Héraclès, le héros aux 1000 légendes. Héraclès, que les Romains appelaient Hercule, est le héros le plus célèbre et le plus populaire de toute la mythologie classique. Les légendes dans lesquelles il figure sont extrêmement nombreuses et n'ont cessé d'évoluer de l'époque pré-hellénique jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire de 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 600, soit une période s'étalant sur près de 4000 ans. Les spécialistes de la mythologie sont loin d'être d'accord sur les origines du héros. Pour certains, il serait issu de l'Argolide et de Tirynthe. Pour d'autres, il viendrait de Thèbes et aurait donc pour patrie la Béotie, petit terroir grec qui a donné naissance à maints autres dieux. D'autres lui prêtent des origines crétoises. On comprend pourquoi des éléments contradictoires se mêlent dans les légendes bâties autour d'Héraclès. Tout se passe comme si, dans toutes les régions de la Grèce, et à toutes les époques, chaque cité avait cherché à s'approprier une partie de l'histoire du héros, l'inventant, la réinventant, la nourrissant de détails différents. C'est ainsi que naissent les mythes et les légendes. Et Héraclès devint Hercule. En effet, à une époque tardive, entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, 2 mythographes, c'est comme ça qu'on appelle les spécialistes qui compilent et étudient les mythes, ont cherché à rassembler ces légendes et à les organiser pour en faire un récit cohérent. Le premier se nomme Apollodore d'Athènes, le second est Diodore de Sicile. 100 années séparent leurs 2 ouvrages et ils ne sont d'accord sur rien, ni sur l'ordre des travaux, ni sur l'origine du héros et encore moins sur son tempérament. Les Romains vont s'emparer du mythe à leur tour. On sait qu'Héraclès était adoré dans la plupart des grandes villes de l'Italie méridionale. À Rome, on lui rendait hommage dans plusieurs sanctuaires. C'est ainsi qu'Héraclès devint Hercule. En puisant chez les Grecs et les Romains, nous ne disposons, pour retracer l'histoire de notre héros, que de textes incomplets et de papyrus déchirés. Dans ces conditions, comment raconter de façon cohérente l'histoire mouvementée d'Héraclès? Pour raconter les 12 travaux d'Hercule dans cet ouvrage, il a fallu choisir entre toutes ces versions. Elles sont nombreuses, riches, souvent contradictoires, parfois complémentaires. Il y a évidemment le livre 2 de la bibliothèque d'Apollodore, le livre 4 de la bibliothèque de Diodore de Sicile. Mais il y a aussi Homère, Hésiode et Euripide pour les sources grecques. Ovide et Virgile, auteurs latins, ont aussi proposé leur version du mythe. Nous avons donc pioché ici et là, mélangé les époques, les auteurs et les récits, tentant de faire vivre au sein même du texte la multiplicité des sources. Ainsi en est-il du premier épisode qui témoigne de la force prodigieuse de notre héros. Âgé de quelques mois seulement, Héraclès étouffe 2 serpents. La plupart des auteurs racontent que ces serpents étaient envoyés par Héra. Nous avons préféré nous appuyer sur les auteurs qui rendent son père Amphitryon responsable de cet acte, rongé qu'il est par la jalousie, tout en maintenant l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une action voulue par Héra. D'une manière générale, nous avons tenté de faire de notre héros un personnage ambivalent. Héraclès, dans les premiers textes qui sont parvenus jusqu'à nous, apparaît comme une brute, sans remords ni état d'âme, un conquérant fier de sa force et content des massacres qu'il ne cesse de perpétrer. Ce n'est que plus tard, chez Diodore de Sicile puis chez Ovide, qu'il devient un être en proie au doute, tiraillé entre sa nature divine et sa nature humaine. Ce qui rend Héraclès passionnant pour un lecteur d'aujourd'hui, c'est qu'il est, dans sa jeunesse, tiraillé entre une force démesurée, pulsionnelle, destructrice, et la nécessité de la contrôler pour grandir et devenir un homme en paix avec lui-même. Toutes ces épreuves qu'il doit surmonter, tous ces monstres qu'il a affrontés, sont comme autant de symboles des luttes qu'un homme ne cesse de mener avec lui-même, avec les autres, avec le monde entier. Comme si Héraclès, et Hercule après lui, continuaient d'incarner pour nous ce combat entre des forces contraires, la vie et la mort, qui en nous ne cessent de s'affronter. Est-ce qu'Hercule est un héros trop humain? En tout cas, c'est le héros de tous les Grecs. Le terme de héros a des sens bien distincts selon les périodes de l'histoire grecque. Chez Homère, il désigne les guerriers, les plus vaillants, les chefs, par opposition aux hommes du peuple. Ce n'est qu'à partir du 5e siècle, avant Jésus-Christ, que la croyance commune considère les héros comme des morts élevés à la dignité de héros. Le héros a d'abord été un mortel. Il a vécu l'existence de tous les autres hommes, sans privilèges ni pouvoir surhumain. Après sa mort, on en appelle à sa puissance pour être protégé et il fait l'objet d'un culte. Héraclès fait partie, comme Dionysos, devenu dieu du vin et de la vigne, fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, de ces héros dont le destin est chanté par les Aèdes, des poètes qui racontaient leur histoire dans toute la Grèce. La légende d'Héraclès est comme au fondement même de l'identité des Grecs. Héraclès, un dieu ou un héros alors? Les exploits d'Héraclès sont sans doute purement imaginaires.
mais leur nombre et leur prestige sont tels qu'ils confèrent l'immortalité à celui qui les a accomplis. Comme Dionysos, c'est un héros presque divinisé. Ainsi Héraclès est-il, après sa mort, admis dans l'assemblée des dieux. Hérodote, un auteur grec du 5e siècle, signale que les Grecs ont élevé 2 sortes de sanctuaires à Héraclès. Dans les uns, il est honoré comme un dieu, mais dans les autres, comme un héros. Homère, dans le chant 11 de l'Odyssée, raconte qu'Héraclès est à la fois un fantôme des enfers et un hôte des dieux immortels, festoyant avec eux. À l'origine, le culte du héros est lié à l'existence d'un tombeau. On suppose que le mort, ayant intérêt à protéger sa sépulture, défendra également la ville ou le pays qui la possède. Le culte rendu au héros est très voisin de celui que reçoivent les divinités. Il y a pourtant quelques différences. Les offrandes et les prières adressées aux dieux le matin sont adressées aux héros le soir. La victime qu'on sacrifie aux dieux a la tête renversée en arrière, alors que celle que l'on immole aux héros est courbée vers le sol. Le sacrifice n'a pas lieu sur un autel proprement dit, mais sur un foyer assez bas. Outre les sacrifices sanglants, on offre aux héros des libations de lait, miel, eau, huile et des prières. On célèbre en leur honneur un repas et l'on croit qu'ils y assistent. Est-ce que Héraclès, c'est un héros qui nous ressemble en fait ? Héraclès, c'est surtout un personnage complexe, à la fois dieu et mortel. Il représente à la fois l'homme grec et son idéal. L'homme tel qu'il se voyait, avec ses faiblesses, ses défauts, et un idéal de lutte têtu, opiniâtre, contre l'adversité. Il est très éloigné de l'image qui se dégage de lui dans l'expression « fort comme Hercule ». Il n'a rien d'un être brutal et sanguinaire à l'image des monstres qu'il combat. Il n'est ni insensible ni invulnérable. Il pleure souvent, anéanti qu'il est par les malheurs qui s'abattent sur lui. Mais à travers difficultés et échecs, Héraclès est par excellence le vainqueur de la mort. Il est descendu dans l'Hadès chercher le chien Cerbère, préparant sa propre immortalisation. Le tableau du bonheur éternel d'Héraclès est précisément égal à l'ampleur de ses exploits. Il est, dans la bouche de Tirésias le devin, présenté comme un héros justicier au service de la loi. Pourtant, son comportement sur Terre est loin d'être exemplaire. Auteur d'un crime atroce, il a assassiné son précepteur. En proie à la colère, ne maîtrisant pas sa force, il est aussi un être humain dépassé par lui-même. Mais n'est-ce pas tous ces défauts qui vont lui permettre de se hisser au niveau d'un héros légendaire qui traversera le temps ? C'est parce qu'il est violent, incontrôlable, orgueilleux et gourmand qu'on peut s'identifier à lui, comprendre ce qui l'anime. Pour arriver à grandir, ne nous faut-il pas nous aussi faire preuve de force, d'habileté, de ruse et d'inventivité ? Comme si la victoire ne pouvait prendre toute sa valeur qu'à la mesure du combat qu'Héraclès a mené d'abord contre lui-même, éprouvant ses limites pour accéder au statut d'immortel.